Bonjour, je suis Wanda Luengo, professeure d'informatique de Sorbonne Université et chercheur dans l'équipe MOCA du laboratoire LIPSIS. Aujourd'hui, nous allons travailler encore sur la modélisation de l'apprenant, en particulier les approches de modélisation. Et comme on l'avait introduit dans notre capsule, il y a trois approches de modélisation. La modélisation symbolique, la modélisation numérique et la modélisation mixte. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la modélisation numérique. En effet, ce type de modélisation a été introduite dans notre domaine depuis plus d'une vingtaine d'années, surtout avec l'utilisation des modèles bayésiens et plus récemment avec des modélisations de type régression, telles que des modélisations logistiques. Donc, je vais introduire 12 exemples dans cette vidéo. Ces 12 exemples connus de la littérature et une modélisation bayésienne qui va permettre de représenter les modèles de l'apprenant pour diagnostiquer l'état des connaissances, mais on peut aussi l'utiliser pour diagnostiquer d'autres choses. Ici, dans cet exemple, c'est l'état des connaissances. Et puis, une autre modélisation numérique dans laquelle on va pouvoir prédire la performance de l'élève, c'est-à-dire voir si au prochain pas qu'il n'a pas encore fait, il va répondre probablement de façon correcte ou probablement de façon incorrecte. Commençons par les modèles bayésiens. C'est un modèle proposé par Corbett et Anderson, dont la référence bibliographique se trouve sur les côtés. Et cette modélisation, vous voyez, elle n'est pas si récente, elle est de 1995. Cette modélisation est largement utilisée dans les cas des tuteurs intelligents. L'objectif de cette modélisation, c'est que pour chaque élément des connaissances, que dans cet article, dans la littérature, ça s'appelle Knowledge Component, donc KC, on va l'appeler comme ça à partir de maintenant, on va inférer l'état des connaissances de l'apprenant à partir de leur performance. Donc ici, dans ce cas précis, imaginons que l'élève a répondu à 6 étapes de résolution d'un problème et quand c'est une réponse fausse, ça va être 0, quand c'est une réponse correcte, ça va être 1. Donc, c'est à partir de cela qu'on va construire cet réseau bayésien. En particulier, les hypothèses qui sont émises pour la construction de ces modèles sont d'abord qu'il y a un modèle d'apprentissage à 12 états. C'est-à-dire que chaque connaissance va être soit apprise, soit non apprise. Donc, les nœuds sur la connaissance aura 12 états possibles. L'autre hypothèse est qu'en résolution des problèmes, l'élève peut apprendre une connaissance à chaque occasion qu'il est face à cette connaissance, donc, dont on a besoin de cette connaissance. Par exemple, on a besoin de faire une addition, donc si on est en train de renforcer de l'apprendre dans une étape qui demande une addition. La troisième hypothèse, c'est qu'un étudiant n'oublie pas une connaissance une fois qu'il a véritablement apprise. Et enfin, dans ce cas précis du modèle de Corbett et Anderson, qui est Knowledge Tracing, Bayesian Knowledge Tracing, BKT, et il faut qu'une connaissance soit associée à une action. C'est-à-dire que quand l'apprenant fait une action, il ne peut pas avoir 2 ou 3 connaissances en jeu, mais une seule connaissance. Donc, ça veut dire que l'action doit être de très petits gras. Donc, autre chose qui sont pris en compte dans ce modèle, c'est les problèmes du bruit et de l'erreur. Autrement dit, il est possible que l'étudiant possède la connaissance, mais qu'il était distrait et qu'il a fait une erreur. C'est ce qui s'appelle glissement, donc en anglais slip. L'autre forme de bruit, c'est que l'étudiant a répondu correctement, mais par chance. Donc c'est ce qui s'appelle guess. Donc ce modèle-là tient compte de ces 2 problèmes du point de vue de modélisation numérique qu'on appelle du bruit. Comment est ce modèle? Donc dans ce modèle, qui est un réseau bayésien, où les réseaux bayésiens, il y aura une relation de causalité entre les nœuds, donc ce qu'on voit ici, une causalité entre les non-appris et les appris, il y aura des relations avec des variables. Ici, il y a des variables qui sont connues et des variables qu'on va inférer. En particulier, ça, c'est la variable connue. Donc, qu'est-ce qui a répondu l'apprenant? Est-ce qu'il a répondu de façon correcte ou incorrecte? Et ce qu'on va déduire, c'est est-ce qu'il a appris ou non appris? C'est aussi les réseaux, dans ce cas ici, il sera un réseau qui est dynamique, c'est-à-dire qu'un nœud dans un temps t-1 peut être utilisé pour un temps t. Et l'autre chose qui est importante à tenir compte, c'est qu'on aura des probabilités. Donc ici en particulier, nous aurons la probabilité qu'il a répondu de façon correcte par chance, donc c'est la probabilité de guess, et aussi la probabilité qu'il a répondu
incorrect même il s'est trompé, donc qu'il a fait du glissement, donc c'est cette probabilité-là, c'est PS. Et en plus, la probabilité qui est la plus importante, c'est la probabilité d'apprentissage. C'est-à-dire, un apprenant était dans cette étape-là, il a répondu à une étape du problème de façon correcte ou non correcte, et donc l'état des connaissances va évoluer pour l'étape d'après avec une probabilité, selon s'il a répondu correct ou incorrect, qui va être calculée. Les détails, je ne les donne pas dans cette capsule puisque ça demande plus de temps, mais ils sont très très bien expliqués dans l'article qui est signalé ici, puis aussi dans différents sites web et en particulier aussi dans Wikipédia. Donc, ce modèle, il est de façon plus précise représenté comme un modèle de Markov caché. Un modèle de Markov caché est une spécialisation des réseaux bayésiens qui est un réseau, c'est un automate d'états cachés dans lequel il y a des états qui sont connus. Donc, c'est ce qu'on appelle ici les observables. Donc, ici, c'est les observables. Et des états qui ne sont pas observables, donc on va inférer. Donc, en particulier, pour ce modèle-là, c'est les connaissances. En effet, les connaissances ne sont pas observables. On les infère à partir de l'activité de l'apprenant. Donc, le modèle de Corbett et Anderson va faire un réseau bayésien dynamique des formes de modèles de Markov cachés dans lesquels la connaissance elle-même va influencer sur cette même connaissance dans l'étape d'après. Et puis, on aura comme information d'entrée, comme observable, la réponse donnée par l'apprenant à une question, à une résolution d'un problème. Donc, on aura deux types de nœuds pour chaque temporalité. Donc, ça, c'est par exemple, c'est T-1. Dans T-1, on aura à chaque fois la connaissance qui est ciblée par cette action. Rappelez-vous que pour chaque action, on peut associer qu'une seule connaissance. Et on aura la valeur de la réponse correcte ou incorrecte. Donc, les nœuds connaissance K et les nœuds questions Q. Puis après, on a les valeurs de ces variables. Donc, pour les deux, ça va être des nœuds qui sont des nœuds qui ont deux possibles valeurs, 0 ou 1. 0, c'est il n'a pas la connaissance, 1, il a la connaissance. Pour les questions, c'est 0, il a répondu faux, 1, il a répondu de façon correcte. Donc, avec cette modélisation, puis avec des probabilités, on pourra inférer l'état. Donc, les probabilités qui sont nécessaires pour pouvoir les inférer sont 3. La première, c'est la probabilité de la connaissance initiale de cet apprenant. Quand il est arrivé à ce moment du problème, quelle est la probabilité qu'il connaisse déjà cette connaissance, qu'il possède déjà cette connaissance? Il a effectivement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la probabilité des glissements, donc la probabilité qu'il se trompe malgré qu'il a la connaissance, ou la probabilité des chances, des guesses, qui est la probabilité qu'il répond vrai malgré qu'il n'a pas la connaissance. Donc ces probabilités sont toutes représentées et ces probabilités sont à calculer. Et la probabilité la plus intéressante, évidemment, est la probabilité d'apprentissage de cette connaissance d'une étape à une autre quand je suis en train de résoudre mon problème. Donc, tous ces calculs-là, c'est fait avec des formules qui s'appuient sur les théorèmes de Bayes. Là, je ne vais pas encore rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut calculer la probabilité d'apprentissage s'il a répondu de façon correcte, l'apprentissage s'il a répondu de façon incorrecte, et la probabilité, effectivement, donc l'inférence sur les connaissances à ce moment-là. Donc, à chaque fois que l'élève a la possibilité d'utiliser une connaissance, c'est-à-dire que cette connaissance doit être mobilisée dans cette étape d'apprentissage et ça sera mis à jour en fonction de s'il a répondu de façon correcte et incorrecte, en fonction du théorème de Bayes et des formules qui en découlent. Et donc, c'est tout à fait un modèle numérique puisqu'il va utiliser les traces et il va faire des calculs comme vous les voyez ici. Donc, et pour finaliser, dans cette première modélisation, c'est une modélisation qui est largement utilisée. Vous savez, un outil qui est proposé pour implémenter sur Python, dans lequel vous pouvez donc récupérer les codes et les tester sur vos algorithmes, vos logiciels, vos traces. Puis aussi, il y a les connaissances que je n'ai pas expliquées ici sur les réseaux bayésiens ou sur les Markov cachés. Il y a des capsules vidéo très très bien expliquées de Laroche et Cavanza au Canada, en français, qui expliquent très bien ces deux modélisations. Donc je vous invite, si vous voulez aller plus loin sur ce type de modélisation numérique, d'aller voir ces vidéos.
Par ailleurs, sous les modèles que je viens d'expliquer, qui est Bayesian Knowledge Tracing, l'article de 95 est très bien expliqué. Depuis, il a eu beaucoup d'évolutions, mais c'est celui-là les fondateurs, et donc je vous invite à aller les lire si vous voulez savoir plus sur cette approche numérique. Je vais vous présenter la deuxième approche numérique, qui est une approche numérique un peu différente. En effet, l'approche précédente permet d'inférer une fois que l'apprenant a fait quelque chose. Donc, c'est plutôt une approche de diagnostic. Celle-ci est une approche prédictive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le modèle est normalement capable de dire la prochaine action qui n'a pas encore été faite, l'apprenant va répondre de façon correcte ou incorrecte avec une certaine probabilité. Donc, pour ça, un des exemples, c'est l'Addictive Factor Model, qui est un modèle logistique qui est fondé sur la théorie de Item Response Theory, qui est une théorie en psychologie et qui a été utilisée pour cette modélisation-là. Ce modèle est construit à partir de l'analyse des données purement, issu des tuteurs intelligents, en particulier celui que je vais vous montrer. J'ai choisi un exemple d'un corpus de résolution des problèmes en géométrie dans lequel l'apprenant va résoudre, donc faire des démonstrations en géométrie étape par étape. Donc cet exemple-là, cet corpus, vous allez le trouver dans la plateforme Datashop, qui est une plateforme dont on a beaucoup de données sur les tuteurs intelligents. Donc effectivement, ce n'est pas très lisible, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque ligne est une action de l'apprenant, mais plus que l'action, elle est informée, cette action. Donc ici, en particulier, notre apprenant, qui par ailleurs est anonymisé, très important, va résoudre un problème en géométrie et on va voir qu'il est résolu en plusieurs étapes. Donc ici, on a les noms du problème. Donc là, il y a au moins 3 étapes. Ensuite, on voit quelles sont les connaissances qui étaient associées pour chaque étape. Donc, c'est ce qu'on appelle les knowledge components ici. J'avais parlé tout à l'heure. Par exemple, dans l'étape 2, on attend qu'ils connaissent les côtés d'un parallélogramme ou qu'on connaisse l'aire d'un parallélogramme un peu plus bas. Donc, ça, c'est la connaissance qu'on attend dans cette étape ou la connaissance qui est ciblée par cette étape. Et une information très importante pour nous. Et une fois qu'il a fait cette étape, est-ce qu'il a fait, donc la réponse est correcte ou incorrecte dans l'étape. Enfin, aussi quelque chose d'important, c'est que cet apprenant est confronté plusieurs fois à une étape de résolution dans laquelle la même connaissance est utilisée. Donc on saura si c'est la première fois qu'il rencontre cette connaissance, la deuxième fois, la troisième fois, etc. C'est ce qu'on appelle la colonne ATEMP. Donc, on voit les corpus et on va voir comment, à partir de cette corpus, on va extraire les modèles qui j'ai introduit tout à l'heure. Donc, ce modèle va prendre toutes ces données et il va faire une régression logistique, donc, dans laquelle on va travailler sur la performance de l'élève. Donc là, pareil, je ne vais pas rentrer dans les calculs de cette formule-là, mais ce qui est important à comprendre, c'est les différents éléments qui interviennent déjà, tout est du numérique, ça va être calculé à partir du numérique. Et donc, la première variable va être la probabilité que l'étudiant I, donc un étudiant particulier, a répondu de façon correcte à une étape du problème, donc à une étape J. Donc, c'est pour ça I, J, donc les étudiants I pour une étape J. Donc, si la prochaine étape, ils rencontrent la même connaissance, donc ça va être J plus 1, etc., etc. Donc, ça, c'est la première probabilité. La deuxième variable va être si cette connaissance doit intervenir dans cette étape. 0 s'il ne doit pas intervenir dans cette étape de résolution, 1 s'il intervient. Et enfin, la troisième variable, c'est le nombre d'opportunités qu'il a eu à être confronté à cette connaissance, à devoir mobiliser cette connaissance. Donc là, c'était le nombre d'opportunités que l'étudiant I a rencontré une connaissance en particulier, donc KC, Knowledge Component. Enfin, les paramètres qui vont être estimés, c'est quoi? C'est donc la performance de cet apprenant, I, le niveau de difficulté de cette connaissance par rapport à cet état dans lequel il est, et enfin, les gains de pouvoir augmenter sa connaissance parce qu'il a pratiqué cette connaissance plusieurs fois. Donc, les gains pour chaque opportunité à laquelle il a eu, l'étudiant a été confronté à cette connaissance, dans ce qu'on appelle les rapports de connaissances, le learning rate. Donc, ce modèle-là, il en a plusieurs, il en a pas mal.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, que Additive Factor Model est un modèle donc, qui va permettre de prédire la probabilité des performances sur une étape des résolutions futures, la prochaine. Et ça va être traité comme une fonction, qu'on vient de voir, qui va tenir compte de la compétence initiale de l'élève, de la facilité ou la difficulté de cette connaissance à un moment donné, parce que donc il a rencontré plusieurs fois, et enfin l'effet de la pratique antérieure de cet apprenant vis-à-vis de cette connaissance, donc d'une connaissance donnée ou d'un élément de connaissance, d'un knowledge component donné. Donc, comment c'est une régression? Si vous allez dans DataShop, vous allez voir qu'on a la vérité. Donc, la vérité, c'est la courbe en rouge, et les modèles lui-même qui nous montre si le modèle a été suffisamment proche de ce qui s'est passé pour de vrai. Là, j'ai choisi de montrer toutes les connaissances en moyenne, donc c'est moins précis que si on prend un knowledge component, et on voit que la courbe rouge, c'est la courbe de ce qui s'est passé vraiment, et la courbe verte est un autre modèle, et puis la courbe bleue, c'est encore un autre modèle. Donc, dans ces cas ici, on voit que finalement, le modèle est quand même assez proche pour ces cas particuliers. Dans cette résolution des problèmes dans les tuteurs intelligents, les modèles se comportent relativement bien. Après, il faut quand même voir plus de près et faire plusieurs tests. Par exemple, on peut aussi, là, c'était l'ensemble des connaissances. Ici, on peut prendre une connaissance particulière. Là, ici, pour l'aire du parallélogramme, pour tous les apprenants, pas pour un seul, voilà ce qui disait les modèles. Donc, qui est en vert et en bleu, mais c'est superposé. Et voilà ce qui s'est passé pour de vrai. Et là, on voit que, par exemple, il y a des étapes où le modèle n'est pas très performant. Et on passe donc quand même pas mal de recherches et du temps à essayer de comprendre ce type de phénomènes qui sont très intéressants. Donc, ces modèles numériques, à partir des données, permet donc de prédire. Donc, prédire, ça permet de quoi? Ça permet, par exemple, si on sait qu'il est très fort probable qu'il va faire une erreur, de lui donner un feedback, de l'accompagner, de lui proposer quelque chose en particulier. Ces modèles en particulier marchent pour ces données-là. Donc, il faut être très prudent par rapport à cette modélisation. On ne peut pas utiliser la même régression pour tout logiciel. Ici, par exemple, c'est un tuteur intelligent dans lequel l'apprenant, quand il se trompe, les logiciels vont lui donner les feedbacks des corrections. Donc, cette régression-là, évidemment, va marcher pour un type d'apprenant, pour un type des modèles, mais pas pour tous les modèles. Si c'est un micro-monde, ça ne marchera pas de la même façon. Donc, il y a d'autres modèles. Je ne vais pas vous les présenter, il en a plein. Et là, je vous ai mis 3 qui sont dans la même famille parce que c'est avec les mêmes types de données que vous pouvez aller voir de façon plus détaillée dans la plateforme de educationaldataMining.org où il y a les articles, puis aussi quelques outils pour faire fonctionner cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de modélisation numérique. Donc, pour aller voir celle que je viens de vous présenter, je vous invite à aller voir DataShop. Mais si vous voulez voir d'autres approches qu'on n'a pas vues ici, il y a 12 articles qui sont très intéressants. Le premier, c'est un article proposé par Desmarais et Baker sur une review justement de tous les modèles d'apprenants. Et une autre qui est plus large et qui compare des modèles même un peu symboliques et numériques, qui est une revue qui a été faite en 2013 et dans une revue sur les systèmes experts et les applications. Donc, je vous invite à lire ces articles pour aller plus loin. Pour finaliser, il faut bien comprendre que les points positifs de ce type d'approche, c'est que c'est à partir des données qu'on va calculer ces modèles, surtout les deuxièmes. Les premiers, la structure des nœuds, on peut les faire avec les experts, mais ça peut se faire aussi à partir des données. Mais c'est surtout les données. Donc, on n'a pas besoin de travailler beaucoup avec les experts pour faire cette modélisation. Donc, ça, c'est les points les plus positifs. Donc, c'est des modèles qui sont performants par rapport à un logiciel particulier, à une situation particulière. Donc, à chaque fois, il faut calculer ce modèle, mais après, il est très performant. Les points négatifs, c'est que souvent, ces modèles sont difficiles d'expliquer à un utilisateur humain, puisque c'est des calculs numériques, et donc la lisibilité de ces modèles pour pouvoir faire des explications est un peu plus difficile que quand on fait des approches symboliques, comme j'ai expliqué dans d'autres capsules. L'autre problème de ce type d'approche, c'est la qualité des données qu'on a utilisées pour faire les modèles. En effet, si nos données ont beaucoup de bruit, ou nos données ils ont beaucoup de trous, ou sont très particulières à la situation, les modèles aura une application assez restreinte, voire il ne sera pas très pertinent parce que les données sont très bruitées. Merci de votre attention.